Chers amis, bonjour. Aujourd'hui dans le grand dossier de Midi Ensemble, nous allons parler des mères porteuses, ce qu'on appelle généralement la gestation pour autrui. Emprunter le ventre d'une femme pour faire un enfant, c'est une méthode de procréation qui se pratique généralement en cas d'infertilité irréversible. Mais de plus en plus, avec l'évolution des mœurs, les couples homosexuels, eux aussi, y ont recours. Le droit de l'enfant est-il fondamental? Faut-il être moralement contre par principe ou alors légiférer pour encadrer cette pratique et éviter les dérives? Eh bien, c'est le grand dossier de Midi Ensemble aujourd'hui. Pour en parler, Marie Semelin. Marie, bonjour. Bonjour. Vous vous êtes plongée dans cet univers depuis de nombreuses semaines. Et puis, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Yehuda Djaoui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes médecin gynécologue et écrivain. Et puis surtout, vous êtes cofondateur d'une association Mères d'accueil. C'était la première association de mères porteuses en France. Merci d'être là aujourd'hui. Et Marianne Bougrain est devant son ordinateur. Elle interviendra en direct tout au long de cette émission. N'hésitez pas à lui envoyer vos questions, vos commentaires à l'adresse mail qui s'affiche en bas de cet écran. Regardez, vous le savez, Midi Ensemble, c'est avant tout votre émission. Restez avec nous. En Israël, la situation sur la GPA est bien différente de l'Europe et la gestation pour autrui est autorisée pour les couples mariés, hétérosexuels et stériles. Pour les couples homosexuels, c'est toléré. On voit tout de suite, Marie Semelin, comment ça se passe ici en Israël et puis on en parle avec vous deux après. Woody et son mari ont 3 enfants. Les jumeaux, les derniers, ils sont allés les récupérer aux États-Unis 10 jours plus tôt. La mère porteuse était au Texas et le couple n'a pas bien vécu la distance pendant la grossesse. C'est difficile, c'est très difficile. Imaginez simplement qu'on va être parent d'un bébé ou, comme dans le dernier cas, de 2 bébés et vous recevez des captures d'écran, des échographies et des fichiers audio des battements de leur cœur par WhatsApp ou Facebook. C'est comme ça qu'on suit notre grossesse. Une fois que l'on revient en Israël, il y a un autre processus qui peut prendre entre quelques mois et jusqu'à plus d'1 an pour que la parentalité des 2 pères soit reconnue. C'est un processus très long qui peut prendre de 2 à 3 ans aux États-Unis, beaucoup moins que ça en Asie du Sud-Est. Et ça coûte des centaines de milliers de dollars. Comme eux, des milliers d'Israéliens ont eu un bébé via une mère porteuse et des agences comme Viva les accompagnent du début à la fin. Choisir une donneuse d'ovocytes, un pays où faire la GPA, une assistance légale depuis le désir d'enfant jusqu'au nouveau-né. 150 bébés sont nés via leur agence, 50 vont naître bientôt. Ça, c'est Oz. Il est né au Népal il y a 3 semaines. Il est encore au Népal. Il attend que les autorités du Népal approuvent son passeport pour pouvoir revenir en Israël. Et son père est là-bas aussi. C'est un père célibataire. En ce moment, nous avons 5 bébés qui attendent de pouvoir sortir du pays. Car la gestation pour autrui est un imbroglio juridique et le Népal, comme l'Inde et la Thaïlande avant, ont soudain instauré une loi restreignant le recours aux mères porteuses. Pour le moment, nous ne pouvons pas lancer de nouvelles procédures au Népal. Et les gens qui viennent d'avoir des bébés dans ce pays sont coincés. Notre travail, c'est aussi de la diplomatie parce que nous devons travailler avec beaucoup de pays. La législation sur la GPA est à l'échelle internationale quasiment inexistante ou restrictive. Israël fait figure d'exception, même si elle est limitée aux couples mariés hétérosexuels avec un problème de fertilité. Pour l'avocate Irit Rosenblum, le droit à l'enfant est un droit humain fondamental pour tout le monde et les lois qui restreignent ou interdisent la GPA sont discriminatoires. À quoi pensent les législateurs quand ils empêchent les gens d'avoir les vies qu'ils veulent, les amours qu'ils veulent? C'est tellement beau. Tant qu'on est bien, avec nous-mêmes, avec nos partenaires, nos enfants, la société se sentira bien. Il est immoral de penser que vous, en tant qu'individu, en tant qu'État, en tant qu'institution, vous avez le pouvoir d'interdire à quelqu'un d'avoir un enfant. Ça, c'est immoral. Pour Rudy et Guy, pas question de cacher leur histoire à leur fille aînée. Elle a 2 ans. Elle sait qu'elle est sortie du ventre de notre amie Melinda et elle était là pour voir son petit frère et sa petite sœur sortir du ventre de notre autre amie Ashley. Donc elle connaît à peu près l'histoire de comment elle est venue au monde et c'est une histoire qui, nous l'avons décidé, ne sera jamais un secret. Si eux ont pu avoir des enfants grâce à la GPA à l'étranger, ils attendent toujours que la loi israélienne le permette officiellement pour les homosexuels, pour être, comme ils le disent, des citoyens à égalité avec ceux qui sont mariés, mais ne peuvent pas avoir d'enfants naturellement. Alors, la mère porteuse, on va en parler évidemment tout au long de cette émission, mais tout de suite, au regard de ce reportage, Marie Semelin, ne pensez-vous pas que c'est un peu égoïste quand même comme démarche? Il y a tellement d'enfants qui demandent à être adoptés, ça doit être un argument qui revient souvent, non?
C'est un argument qui revient effectivement souvent, mais en Israël, les procédures d'adoption sont très compliquées, peut-être plus que, par exemple, en Europe, où c'est déjà bien difficile. Et notamment jusqu'en 2013, où il y a une grande réforme de l'adoption qui a commencé, c'était le rabbinat orthodoxe, ça peut paraître surprenant, qui validait les procédures d'adoption pour les enfants qui étaient adoptés à l'étranger. Or, il y a des familles en Israël qui ne sont pas orthodoxes et qui ne pouvaient pas rentrer dans cette case. D'autre part, il y a simplement des familles qui veulent avoir leur enfant à eux, être génétiquement liés aux enfants. Et là, on peut soit le comprendre d'un point de vue... Ça dépend de la conception qu'on a de la filiation, en fait. Oui, justement, les mères porteuses, on l'a vu dans le reportage, ça pose effectivement des questions médicales, hein, vous allez nous en parler, vous, parce que ça, c'est votre domaine, mais aussi des questions de société. Je crois que le fait que vous commenciez votre émission par les problèmes des homosexuels est assez caractéristique de la manière dont on aborde ce sujet. Pour moi, médecin gynécologue, la GPA est un problème médical. Quand on suit pendant des années un couple qui a des problèmes de fertilité, à qui on impose des traitements médicaux, chirurgicaux, la fécondation in vitro, et qu'on arrive à une période où la stérilité est irréversible. Si c'est une stérilité masculine irréversible, on a l'insémination artificielle avec donneur. Eh bien, s'il y a une stérilité féminine irréversible, on peut recourir à la GPA, à la grossesse pour autrui. Et je crois que si l'on distingue ces deux éléments, et la loi en Israël est bien précise, elle s'occupe du problème de la stérilité irréversible de couples. D'ailleurs, vous êtes précurseur sur ce domaine, puisque vous avez monté une association en France, la première. Pourquoi c'était nécessaire? Eh bien, justement, comme je l'ai dit, à partir du moment où on a dans sa clientèle des couples qui ont fait tous les traitements possibles, on peut leur dire, renoncez, adoptez, où il y a la GPA. Et nous avons, avec le docteur Geller et Gilbert Collard, qui est actuellement député à l'Assemblée nationale, et qui est un ami d'enfance, un avocat, nous avons créé une association qui s'appelle Mère d'accueil, pour dire, voilà. Comment ça a été reçu à l'époque? Très mal. Nous avons fait une conférence de presse à Marseille, au Palais du Pharaon, à 7h du soir. À 8h, nous étions condamnés par le président de la République, par le Conseil de l'Ordre, par plusieurs ministres, dont le ministre Hervé, qui a été ensuite dans des problèmes de sang contaminé. Et puis, nous avons décidé la chose suivante. Nous avons dit, nous avons 100 couples qui attendent. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, on a décidé d'attendre que la législation apparaisse. Et d'ailleurs, quelques mois après, le président Mitterrand a créé le comité d'éthique. Et le comité d'éthique a interdit cette pratique. Et personnellement, je n'ai pas voulu me mettre dans la clandestinité. J'ai donc décidé d'abandonner. Il se trouve que quelques années après, je suis né en Israël. Et si je peux dire juste un mot sur cette question, c'est intéressant ce que vous dites, parce que la gestation pour autrui, on peut être pour, on peut être contre, on peut se poser des questions dessus, mais à chaque fois, il est intéressant de noter que c'est parce qu'il y a un précédent qu'un État, qu'un gouvernement est obligé de légiférer. C'est devant le fait accompli, parce que c'est vrai que c'est un sujet tabou et que personne ne veut en parler. Oui, la législation est souvent en retard par rapport aux mœurs. Et donc, cette aventure, pour moi, c'est terminé, puisque j'ai décidé de ne pas me mettre dans l'illégalité. Et j'ai eu la chance, si je puis dire, en venant en Israël, de voir que ensuite une loi a été proclamée. Et nous en parlerons. Tout de suite, nous allons retrouver Marianne pour les questions téléspectateurs. Oui, bonjour Valérie. Nous venons de recevoir un message de Brigitte qui habite à Marseille et qui nous dit que la GPA est interdite en France. Elle se demande donc ce qu'il en est en Israël et quelle est la procédure pour avoir recours à une mère porteuse. Vous voyez, ça tombe bien. Alors justement, en Israël, on l'a dit, ça diffère selon le type de famille. Si on est une famille mariée, hétérosexuelle, avec des problèmes pour avoir un enfant, là c'est légal, il n'y a pas de problème. Si on est dans un autre cas de figure, on n'est pas marié, on n'est pas de la même religion, parce qu'il faut aussi être de la même religion, on est du même sexe, ou on est un père qui veut être père, ou une mère célibataire, alors dans ce cas-là, il y a des agences qui se sont développées de manière exponentielle ces dernières années, où il suffit de passer le pas de la porte et de dire bonjour,
bonjour, je voudrais un enfant, et de payer une certaine somme d'argent, ça peut aller jusqu'à 100 000 $ par exemple aux États-Unis, et l'agent s'occupe de tout, de A à Z, c'est-à-dire qui va donner l'ovocyte pour votre enfant, ou dans quel pays va être la mère porteuse, quels problèmes légaux vous allez devoir surmonter, quels avocats vous allez devoir prendre, jusqu'à ce que l'État d'Israël, et c'est pour ça qu'on disait en introduction que c'est toléré pour les homosexuels et non pas complètement interdit, c'est parce que l'État d'Israël, même s'il ne l'autorise pas officiellement pour les homosexuels, n'a jamais posé de difficulté pour la délivrance d'un acte civil en fait, pour cet enfant. Et donc les reconnaissent de fait. Allez, une autre question, un autre commentaire, Marianne. Oui, effectivement, nous avons une autre question, celle de Françoise, qui nous dit qu'elle est stérile, alors que son mari, lui, est fertile. Et il pense à faire appel à une mère porteuse, mais le fait d'utiliser le ventre d'une autre femme les dérange un petit peu. Qu'en pensez-vous ? Je comprends que ça les dérange, puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait habituel. Mais la question que nous avons à résoudre, ce n'est pas le couple fertile, c'est le couple infertile. Et il se trouve que dans le cas particulier, l'homme a donc des spermatozoïdes et la femme ne peut pas porter une grossesse. Donc là encore, renoncer, adopter ou recourir à la GPA. Eh bien, je pense que personne ne peut se mettre à la place d'un couple stérile. Justement, cette souffrance-là, vous devez la connaître, puisque quand justement les couples viennent vous voir et qu'ils arrivent à cette fatalité, ils n'auront pas d'enfants. C'est une souffrance qui est vraiment particulière. Est-ce que vous pensez que nous, justement, de l'extérieur, on peut justement condamner sans connaître ce que ça veut dire de ne pas avoir d'enfants? Vous touchez le point essentiel. On ne peut pas condamner sans comprendre. Et André Netter, qui était un de mes maîtres, disait « il faut souffrir avec les gens qui souffrent pour comprendre leur souffrance ». Et en tant que médecin, moi, j'ai eu la chance, en étant maintenant un médecin adulte, disons, d'avoir participé à la création de la loi sur la contraception. Vous savez que la contraception était interdite. L'insémination artificielle était un délit, même un crime. Et donc, j'ai participé à ces évolutions. Et quand on sait que les femmes ont défiler dans les rues pour réclamer la contraception ou l'avortement. Rappelez-vous de cette phrase « mon ventre m'appartient », qui pour défendre le fait que la femme peut se faire avorter. Eh bien moi je dis, pourquoi n'accepterons-nous pas que le ventre de cette femme lui appartient et qu'elle ait le droit de recourir à cette méthode et d'accepter d'être une femme porteuse. Justement, Marie, on va parler un petit peu des différents modèles qui existent à l'étranger. Alors on le sait, en France, c'est interdit. Ça pose surtout des problèmes pour les enfants. Ça pose des problèmes pour les enfants parce que la France a une attitude totalement différente que d'autres pays comme les États-Unis ou Israël. La France a essayé de bloquer la législation sur la GPA pour autrui en faisant quoi? En refusant de délivrer des actes d'état civil à des enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé en 2014? La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme et qui leur a dit, écoutez, vous êtes bien gentils, vous êtes un État souverain, vous avez le droit d'interdire la gestation pour autrui si vous voulez, mais les enfants ne doivent pas en pâtir. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé récemment? En juin dernier, 2 pères qui ont eu un enfant par mère porteuse en Russie sont allés au tribunal et ont eu la reconnaissance de leur enfant, l'acte civil délivré pour leur enfant. Justement, si on peut, on va écouter leur avocat. L'enfant n'est pas responsable des conditions de sa conception. Quelle que soit l'opinion qu'on a sur la GPA, sur le recours à la GPA, l'enfant n'a pas à être sanctionné pour ce recours à la GPA. Ce qui compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Est-il dans son intérêt d'avoir un père et une mère reconnus? Ça aurait d'abord des conséquences pratiques quotidiennes. Aujourd'hui, pour chacun des actes courants que chaque parent qui a des enfants fait en 3 heures avec un acte d'état civil, va à la mairie, va à l'école, Monsieur Boren doit prouver qu'il est le père en produisant l'acte russe, écrit en cyrillique, et en prouvant qu'il le mentionne bien comme père. Pour reprendre une image, là où vous allez à la mairie avec un acte d'état civil, il doit y aller avec une brouette de documents. Donc on le voit en France, le débat qui est encore quand même aigu. Est-ce que vous comprenez cette opposition, docteur Yehuda Djaoui? Je comprends très bien. C'est pour ça que, vous savez, la loi en Israël permet d'être clair, d'éviter les dérives et de s'occuper du problème
essentiel, c'est le problème de la stérilité. Tout ce qui est en dehors d'un problème médical pose problème. Mais justement, quand vous parlez de dérive, vous parlez de quoi finalement? De l'exploitation de la misère humaine, Marie, c'est ça? Absolument. Par exemple, vous savez que dans certains pays, on voit des femmes qui sont inséminées en batterie. Je me rappelle, on va en parler dans la deuxième partie, dans un reportage en Inde, on disait celle-ci était pour un Anglais, celle-ci pour un Américain. C'est ça le scandale qu'il faut éviter, puisque chez nous, en Israël, la loi ne s'applique qu'à des citoyens israéliens. Et donc évite le tourisme médical, si l'on peut dire. Oui. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez, Marie, de cette marchandisation finalement du ventre? C'est particulier quand même. Alors, c'est vraiment un des points de crispation, vous l'évoquiez quand on parle de la gestation pour autrui. Mais maintenant, il y a des voix qui commencent à s'élever. Vous parliez des années 80 où c'était encore un sujet vraiment tabou. Maintenant, il y a des voix qui commencent à s'élever, notamment aussi en France, pour une gestation éthique. Qu'est-ce que ça veut dire une gestation éthique? Ça veut dire une gestation a priori où il n'y a pas d'échange d'argent et où c'est une gestation altruiste. Ça existe, ça? Je crois que l'altruisme, c'est très beau, mais je crois qu'il ne faut pas être moraliste pour les autres. Moi, je crois que la femme qui va porter une grossesse a droit à un dédommagement pour la période pendant laquelle elle va être enceinte. Et par conséquent, je crois que parler d'argent, ce n'est pas un tabou. Allez. Restez avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler du statut légal de la mère porteuse et de l'enfant. Vous verrez que ça diffère selon le pays. Nous parlerons aussi du moment de la séparation du bébé de la mère porteuse et du transfert à sa mère biologique. Restez là.